Bonjour, bonjour Raphaël, bonjour Laurence. Très Bonjour. heureux de vous accueillir pour cette deuxième édition, deuxième webinaire, Réussir le passage. Et ce soir, aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir donc d'avoir avec nous Raphaël Souchier. Raphaël, Laurence, tu vas nous dire peut-être quelques mots pour le présenter et connaître son travail. Oui, quelques mots de présentation. Bonjour Ivan, bonjour Raphaël, ravi de t'accueillir aujourd'hui. Raphaël, tu m'arrêtes si je me trompe, mais moi j'ai retenu que tu avais une formation d'anthropologie à la base, mais également en commerce, puisque tu as fait les hautes études commerciales. Tu es diplômé d'HEC, tu es un homme de réseau aussi, alors pas forcément où on l'entend de manière classique, tu es un homme de réseau de coopération. Coopération à la fois locale, à la fois régionale et au niveau des villes, particulièrement à l'échelle européenne. Tu es l'auteur, alors il me semble que c'était en 2013, l'auteur d'un livre qui s'appelle Made in Local, un livre plus que jamais d'actualité, et tu développes actuellement cette approche au sein de l'Université Bretagne Sud sur la notion d'éco-compatibilité du développement au niveau des territoires et avec les entreprises locales. Comme toutes les personnes que nous invitons, et qui s'intéressent à l'initiative Réussir le passage, qui participent à nos webconférences. Tu te questionnes sur le sens de la vie et le sens de l'aventure humaine. Et tu nous as dit en phase de préparation que tu voyais parfois la vie comme une rivière, parfois comme un atelier et toujours comme un joli cadeau. C'est bien ça, Raphaël? Tout à fait. Alors, avant de te laisser la place et que tu nous proposes ton intervention, j'ai une question à te poser. Pourquoi as-tu accepté de participer à ce webinaire, à cette webconférence Réussir le passage? C'est une bonne question. Mais en fait, si j'ai accepté, c'est que je trouve d'abord ce que vous faites est très intéressant et important aujourd'hui, tous les deux. C'est important qu'on commence à questionner notre action autrement que la manière dont on le fait d'habitude, surtout nous dans le domaine de l'économie, de l'informatique, de toutes ces choses très matérielles. On essaye de résoudre les problèmes, mais quand on regarde en arrière, la situation actuelle, on la connaissait déjà au début des années 70. C'était écrit, il y avait le rapport au club de Rome, etc. Et en réalité, avec toute l'énergie que les uns et les autres ont pu mettre, la situation aujourd'hui, elle est encore pire qu'à l'époque. Or, on le savait. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre manière de poser les questions, de regarder les problématiques, de trouver des solutions. Et à mon avis, c'est parce qu'on reste à un niveau horizontal toujours, un niveau qui est technico-politique, et on ne prend pas de recul par rapport à ça. Or, je suis convaincu que les problèmes que nous avons, nous, êtres humains aujourd'hui, sont des problèmes que nous avons générés par notre fonctionnement. Donc, tant qu'on ne se regarde pas fonctionner, ben, on ne peut pas trouver la solution. On peut continuer à pédaler comme ça pendant des siècles, ça ne changera pas grand-chose. Et donc, je pense qu'à cette dimension horizontale, il faut qu'on fasse attention aussi à la dimension verticale. La dimension verticale, pour certains, c'est hop, on regarde en haut vers le divin, etc. L'immatériel, tout ce qui est peut-être un peu hors d'atteinte d'une certaine manière et un peu éthéré. Et à mon avis, le vertical, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que c'est descendre dans la matière, parce qu'en fait, si on est sur Terre, c'est qu'on est dans un environnement qui est fait de matière, donc théoriquement, on devrait trouver notre place là-dedans et on devrait contribuer de façon utile à ce que cette planète fonctionne, à ce que notre société fonctionne, etc. Donc, c'est pas en niant le matériel, mais c'est en s'incarnant vraiment dedans, et puis c'est aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Entrer en nous-mêmes et nous poser la question que je posais tout à l'heure, mais est-ce que ce n'est pas le regard qu'on porte sur le monde qui pose problème, hein, et que donc c'est vraiment s'interroger. Et ce que vous proposez tous les deux, ben, c'est en fait ça. Donc je trouve ça très bien. Réinterroger notre regard, merci. Et bien, je te laisse la parole pour ton intervention que tu as intitulée « Et si le passage était une invitation à nous réenraciner dans la matière et dans les trésors de l'aventure humaine ?» C'est à toi. Merci. Voilà. Alors,
Affichage. Ah, zut, mode diaporama, c'est ça. Voilà. Vous voyez bien? Oui, on voit surtout le… Tu n'es pas en plein écran, tu n'es pas en mode plein écran là. Ah, je ne suis pas en mode plein d'écran. Alors ça, c'est embêtant parce que sur mon ordinateur, je suis en mode plein écran, moi. Voilà, Là, ça y est, c'est bon. C'est bon. Ah, ça a mis un petit peu de temps. Très parfait. bien. Bon, voilà. Ben, on a le thème de la soirée d'aujourd'hui, hein, ce que tu viens de lire. Alors, c'est intéressant de se demander d'où on vient. Si on se demande où on va, on peut se demander d'où on vient. Alors, moi, j'ai atterri, disons, dans cette vie, sur cette planète, il y a plus de 60 ans, 67 ans exactement, dans un monde qui était un monde provincial, où la matière était noble. Hein, d'où le thème d'aujourd'hui, parce que, disons, ma famille, c'était des imprimeurs, des tisserands de la région de Roanne, et ils étaient vraiment fiers de créer des livres et des cotonnades de qualité. Ils prodiguaient leurs soins aussi bien à l'ouvrage, à la qualité de l'ouvrage, qu'au bien commun. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui pour moi a été important, et de ce que mon père m'a transmis. Alors, mon père était maître typographe. Autrefois, comme les jeunes ne le savent peut-être plus, pour écrire des livres, on prenait des caractères de plomb. Et on assemblait les caractères de plomb et on essayait et on faisait les textes depuis Gutenberg, officiellement, mais en fait depuis bien avant, parce que je crois que les Chinois faisaient ça il y a des milliers d'années. On a commencé à écrire d'abord avec le bois, puis avec le plomb. Et de ce que j'ai retenu, parmi toutes les choses que j'ai retenues de ce que disait mon père, il y avait que l'homme devient vraiment humain en se confrontant à la matière. Sa matière à lui, c'était le plomb, donc la matière du typographe, et arriver à sortir de la beauté à partir du plomb, c'est comme ça qu'on devient aussi plus humain. Et c'est vrai dans tous les domaines, que ce soit, quelle que soit l'activité. Voilà. Et puis il disait aussi que c'est comme ça qu'on crée sa part de la beauté du monde. Hein. On a notre responsabilité de créer, de vivre et de créer de la beauté, et c'est une manière de le faire. Voilà. Puis il disait aussi que ce qui est important, c'est bien sûr la lettre, le texte, mais peut-être encore plus parfois, c'est le blanc qui est autour. Ce sont les marges, c'est tout le blanc qui est autour du texte, parce que, en fait, c'est ce blanc-là qui offre le texte à l'œil, qui fait qu'on arrive à lire et qu'on arrive à trouver et à entrer dans le contenu du texte aussi. Voilà. De même que le silence, c'est l'écrin de la voix, ben le blanc, c'est l'écrin du texte. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'héritage familial. Et ça, je l'ai retrouvé dans beaucoup d'activités que j'ai pu développer, les gens que j'ai rencontrés dans ma vie. Et notamment, tu parlais du livre Made in Local. Ah oui, non, j'oubliais, je voulais vous parler avant d'un autre élément qui a été très important pour moi, c'est aussi un texte. Et ce texte, c'est un texte que j'entendais à l'église quand j'étais enfant, qui était une parabole où Jésus disait « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Alors, jusque-là, ça va. Et puis, il disait « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Est-ce que vous ne valez pas plus qu'eux ? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. » Donc, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée ? À l'époque, on parlait de coudée, c'était des manières de mesurer les courtes distances. Peut ajouter même une coudée à la durée de sa vie. Alors, ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même et à chaque jour suffit sa peine. Alors ça, c'était vraiment
à la fois superbe et inquiétant. C'est superbe parce que, par exemple, je me disais, la vie va être bien, belle, sereine, tranquille. C'est pas la peine de s'inquiéter. Et en même temps, au quotidien, on s'inquiétait quand même, hein, dans les maisons d'un imprimeur avec 8 enfants, etc. C'était pas aussi merveilleux, facile, etc. Et on travaillait beaucoup. Donc, je cherchais un peu la cohérence de tout ça. Voilà. Et cette parole, elle m'émerveillait. En particulier, je me souviens, lors de la fête des rogations, on partait dans la campagne, à quelques jours de l'Ascension, on parcourait les champs qui commençaient à être mûrs, les champs de blé, etc. Et on chantait à tue-tête derrière le balancement lent des bannières des saints, le curé avec son chapeau noir, les enfants de chœur qui étaient vêtus de rouge, de dentelle blanche. Il y avait un parfum où se mêlait un peu l'encens, la terre, l'odeur du blé qui mûrit. Oui, c'était vraiment simple et beau. Voilà, donc ça, c'était plutôt bien. C'est un texte qui m'a vraiment marqué et qui m'est resté 10 ans plus tard. J'y repensais, mais je regardais aussi autour de moi et ce qui m'indignait alors plutôt, c'était l'injustice, la pauvreté, la violence, les guerres. J'aurais vraiment préféré que ce mystérieux royaume dont il parlait, où il ne manque rien, ne soit pas dans un autre temps ou ailleurs, je ne sais pas où, mais ici et maintenant. Et bon, c'était a priori pas trop le cas. Voilà. Et 30 ans plus tard, ce qui commençait à me paniquer un peu quand je repensais à ce texte, on avait fait un échange avec des amis d'Afrique, d'Inde, d'Asie, d'Amérique latine et d'Europe à ce moment-là, sur la dimension spirituelle de l'engagement social. Et donc, j'avais repris ce texte-là qui m'avait marqué. Et ce qui commençait à me paniquer, c'était que même si Jésus revenait, il serait en difficulté pour redire la même chose parce que ce qu'on commençait à voir disparaître, c'était les oiseaux du ciel. S'il n'y a plus d'oiseaux du ciel, c'est un peu embêtant. Et puis les lys des champs, toutes les fleurs qu'il y a dans les champs, on voit avec tous les produits chimiques, etc., que tout ça, la vie dont ça témoignait, commençait à disparaître. Et ça, c'était vraiment les préoccupations que j'avais. Et puis, 60 ans plus tard, maintenant, j'ai fini par comprendre un peu mieux, mais attendez encore un petit peu, je vous le dirai tout à l'heure à la fin de mon exposé. Voilà, donc ça c'est aussi là d'où je viens, c'est la culture dans laquelle j'ai vécu, et j'ai retrouvé cette réflexion, cette préoccupation tout au long de ma vie, en particulier quand je rencontrais des gens qui ont été des gens importants pour moi dans mon travail. Et notamment, je disais tout à l'heure, donc, quand j'ai écrit Médine locale, sur qu'est-ce qui fait qu'il y a des régions dans lesquelles les entreprises fonctionnent bien, il y a des réseaux d'entreprises puissants, et ça, c'était en particulier aux États-Unis. Je suis allé là-bas, j'ai passé pas mal de temps à interviewer des gens, dont Judy Wicks, que vous voyez là, qui a créé le premier réseau local d'entrepreneurs, un réseau dédié non pas à faire plus de business et mieux de business simplement, mais qui était dédié à la prospérité de sa communauté, enfin, communauté au sens anglo-saxon, c'est-à-dire de l'ensemble des gens qui vivent sur un territoire, dans une ville, dans un comté, etc. Et je trouvais ça merveilleux, d'abord parce que je ne voyais pas d'autres endroits, en tout cas en Europe, où ça existait. Tous les milliers de réseaux d'entreprises, ils s'occupaient plutôt de leur propre activité. Et là, c'était un réseau qui se disait, nos entreprises ne seront prospères que si notre territoire, notre ville est prospère aussi. Et c'est un peu là-dessus que j'ai écrit ce bouquin. Et j'ai compris, en interviewant Judy et puis bien d'autres entrepreneurs aux États-Unis et en France ensuite, que ce qui faisait la différence de ces entrepreneurs-là et de leur impact, ce n'est pas leur compétence de gestion, parce que ce sont d'excellents gestionnaires. Mais il y a beaucoup d'autres excellents gestionnaires qui font juste le contraire, hein, qui, au lieu de contribuer à créer de la cohésion et de la richesse sur leur territoire, s'occupent uniquement de leur propre histoire.
Et donc, qu'est-ce qui faisait cette différence chez Judy Wicks et des tas d'autres que j'ai rencontrés? Ben, il y a une anecdote qui m'a touché, c'est que tous les matins, quand Judy était devant sa coiffeuse et qu'elle se peignait, elle se préparait pour descendre dans son restaurant qui est au rez-de-chaussée de sa maison, elle disait « Bonjour, belle entreprise ». Et elle pensait que ce jour-là, elle allait pouvoir servir avec amour son personnel et les habitants de sa communauté, tous les gens qui viendraient manger ce jour-là dans son restaurant. Et cet esprit-là, je l'ai retrouvé chez la plupart de ces gens qui étaient actifs dans ces réseaux d'entreprise. Et je me suis dit, là, il y a vraiment une pépite, il y a quelque chose de très intéressant. Et ce que j'ai aussi appris en dialoguant avec elle, c'est que ce sens de la communauté et du don, de soi aux autres à travers son activité, elle l'avait aussi découvert en particulier quand elle avait 20 ans, elle était dans les Peace Corps, donc dans les volontaires donc qui partaient à l'étranger. Elle était partie, elle, dans le Grand Nord, chez les Inuits, et elle a vécu pendant 1 an dans une tribu de gens qui sont totalement dépendants les uns des autres et qui savent que la solidarité est ce qui fait que depuis des milliers d'années, ils sont encore vivants dans un environnement qui est très dur. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement enrichissant et j'ai trouvé cela chez elle et je me suis dit, bon, en fait, ce n'est pas la qualité de ce qu'elle fait matériellement, hein, de mélanger des ingrédients et de faire des bons plats, etc., qui est le plus important, c'est vraiment l'intention qui est derrière. Et puis, j'en ai rencontré d'autres, dont ce médecin cancérologue qui a abandonné son activité. Il habite à Ann Arbor, donc dans le Michigan, et il a abandonné son activité à l'hôpital parce qu'il s'est dit « je soigne des gens quand il est trop tard ». En fait, il faut les soigner en évitant la malbouffe et en leur apprenant que ce qu'ils mangent est extrêmement important. Alors du coup, il a changé d'activité, il a créé cette activité de restauration sur le marché pour apporter de la nourriture de qualité, bon, en particulier des choses de l'Inde dont il vient, mais en dialoguant avec les gens pour qu'ils améliorent leur manière de s'alimenter, pour qu'ils évitent d'arriver dans son service à l'hôpital après. Voilà, et ça, c'est aussi un bel exemple. Et primum non nocere, d'abord, ne pas nuire, ça devrait être la devise de tout le monde. C'est la devise du corps médical depuis très longtemps. Ça devrait être notre devise à tous. Et puis, j'ai retrouvé le même esprit chez Richard Andrés, qui est un agriculteur tout à fait zen, extraordinaire, avec sa femme Debbie. Ils accueillent et ils forment dans la même région d'Ann Arbor depuis un certain temps déjà, depuis quelques décennies, des jeunes qui sont en quête d'une vie et d'un travail plus sain et naturel. Ils ont vraiment lancé des tas d'activités dans ce domaine et ils ont cette même qualité humaine que j'ai trouvée chez les précédents. Et quelqu'un comme David Korten aussi, qu'on ne connaît pas forcément bien en France, mais qui est bien connu aux États-Unis, qui est un peu le père de toute cette réflexion sur l'économie locale, mais une économie enracinée dans la réalité de la communauté, mais aussi avec une éthique forte, et qui dit que l'économie peut être le pire et le meilleur pour nous. Et la différence, c'est la relation humaine. Là où ça fonctionne bien, c'est que cette relation, elle est fluide et continue. Et vous voyez dans le regard entre cette transmission entre générations, là sur la photo, on voit bien la qualité de la relation que David et bien d'autres mettent comme un point essentiel de leur action. Alors, ce qui m'a aussi vraiment beaucoup intéressé au cours du temps, et là on en a un exemple sous les yeux, c'est que en fait, cette extraordinaire complexité, vitalité qu'on trouve dans notre société, on trouve la même à l'intérieur du cerveau. Là, la photo de gauche, ce sont des photos qui ont été prises il n'y a pas très longtemps, là, il y a quelques mois, par des scientifiques qui ont réussi à aller
en augmentant 40 fois la taille d'un petit morceau du cervelet, et on voit apparaître une structure, et on voit la même structure sur la photo de droite, et sur la photo de droite, il y a 300 millions d'années-lumière de gauche à droite de la photo, et c'est de la structure de l'univers, d'un petit morceau de l'univers, et on voit que on a vraiment des tas de points communs, et l'auteur Alberto Feletti, qui est l'auteur de cette recherche, dit il est probable que la connectivité au sein de ces deux réseaux qu'on voit là évolue selon des principes physiques similaires, malgré la différence frappante et évidente entre les puissances physiques qui régulent les galaxies et puis les petits neurones. Donc c'est intéressant qu'on retrouve ce qu'on dit depuis des milliers d'années, ce qu'on a appris nous quand on était à l'école, ce qui est en bas, c'est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut, c'est comme ce qui est en bas. Et bien là, on voit la preuve, et ce qui est dans notre société, c'est aussi beau et complexe que ce qu'on a à l'intérieur du cerveau et puis à l'échelle des galaxies. Donc c'est quelque part, pour moi, je trouve ça plutôt rassurant. Ça veut dire aussi que nous n'avons pas, face aux problèmes qu'on rencontre, à nous considérer comme les maîtres du monde, plus intelligents que l'univers ou que l'intérieur du cerveau. Nous sommes à notre place entre les deux. Et notre rôle, ce n'est pas d'essayer de tout contrôler, comme on le voit un peu dans notre société, c'est plutôt de nous intégrer dans cet univers que nous ne regardons pas, de prendre notre place, et je dis parfois en rigolant, nous intégrer pour éviter de nous désintégrer. Je crois que là, il y a une humilité que notre société contemporaine, occidentale, n'a pas, a perdue. Et c'est vraiment quelque chose qui est attristant, mais quand on en prend conscience, on dit « Ah, là, il y a peut-être une piste à suivre ». Et voilà, pour terminer ces images, je voulais vous présenter ce tableau de laine que je trouve très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve vraiment joli, coloré, très divers. Mais en fait ce n'est pas vraiment un tableau de laine, c'est la photo la plus fine qu'on ait réussi à faire, il n'y a pas très longtemps, cette année, que les scientifiques ont réussi à faire, de l'intérieur d'une cellule humaine. Vous imaginez l'univers complexe qu'on voit sur cette photo, c'est juste l'intérieur d'une cellule humaine. Et grâce à la microscopie cryo-électronique, la résonance magnétique nucléaire, tout ça, on arrive à reconstituer, à voir ce qui se passe à l'intérieur d'une cellule humaine. Et je trouve ça très inspirant. D'abord, c'est beau, et puis ça nous montre que la complexité, elle est encore plus tout au fond de nos cellules. Voilà, je voulais vous montrer cette photo qui me plaît bien. Un autre élément qui m'émerveille aussi, c'est le lien entre l'humain et la nature. Alors, un petit peu moins dans notre société contemporaine, puisqu'on s'est un peu extrait de ça, mais quand on regarde aussi bien Cornouailles dans les traditions de Cornouailles qu'en Afrique, on a un rapport à la nature et un amour pour la beauté de cette nature qui est tout à fait considérable. Et ça, c'est évidemment en Bretagne, en Afrique, mais c'est aussi en Arabie Saoudite. Ce n'est pas l'image qu'on en a d'habitude. C'est vrai en Indonésie ici. Et en Indonésie, il y a ce peuple qui s'appelle les Mentawai. Et la raison qu'il donne, l'explication qu'il donne au fait d'utiliser tous ces éléments de nature, ces fleurs et puis les tatouages. J'ai beaucoup aimé cette expression. En fait, il s'agit pour eux, pour chaque personne, de mieux plaire à leur âme. C'est quand même extraordinaire. Ça. On s'habille, on se fait beau, etc. Les femmes, les hommes, les enfants, etc. Pour que chacun puisse mieux plaire à son âme. C'est vraiment quelque chose que je trouve très, très intéressant. Et puis, bon, en Europe centrale, on le voit ici à gauche, en Kabylie. Kabylie aussi, vous voyez, ces femmes avec toutes ces fleurs, ces couleurs, etc. On retrouve ce même goût, cette même joie de la relation avec la nature. Et même au moment de la mort, vous voyez, ça, c'est au Mexique. Au Mexique, à l'occasion du jour des morts, les pétales des cempasúchil, qui sont ces œillets dorés, donc les cempasúchil, des milliers d'entre eux sont disposés comme ça
sur le chemin pour accompagner les âmes qui vont dans leur demeure suivante. Et on utilise toujours les fleurs pour ça, donc elles sont toujours là, la nature est toujours présente. Bon, alors, ça c'était la matière. Mais la matière, c'est aussi l'image que nous produisons dans notre société. Et là, il y a vraiment une différence, hein, on le voit, c'est clair, entre ces plages qui sont couvertes de pneus et de déchets, etc., partout dans le monde, et puis la conscience qu'on a de la relation à la nature. On a vu dans les photos précédentes des gens qui vivent en harmonie apparente au moins avec la nature, et là, ça c'est notre production à nous. Donc il y a une petite déconnexion qui est une preuve peut-être de cécité de notre société moderne devant la beauté du monde, parce que quand on accepte ça, ça veut dire qu'on ne voit plus, qu'on n'est pas dérangé par ce type de choses. C'est assez terrible quand on regarde l'image de gauche. Heureusement que des gens comme Masaru Emoto ont fait un travail qui est un travail de révélation au sens photographique du terme, je dirais. Vous voyez à gauche la photo d'un cristal qui a été pris, c'est de l'eau qui a été prise et cristallisée au froid et ensuite mise sous un microscope. Et ça, à gauche, c'est l'eau d'un barrage, le barrage de Fujiwara, si je me souviens, qui est un barrage très pollué, avant de faire tout un travail de prière traditionnelle avec tous les rites japonais. Et on a extrait de l'eau de ce même barrage après avoir fait ce travail, et on voit un cristal qui sort du même environnement et qui est, lui, redevenu naturel. Et donc ça, je trouve que c'est une bonne illustration du fait que la conscience qu'on a peut agir sur la matière, et la conscience qu'on a, elle agit en permanence sur la matière. Et notre inconscience, on l'a vu dans la photo précédente, agit bien évidemment en négatif sur la matière. Donc là, on a une relation constante avec notre environnement qui est mise en valeur par ces images. Voilà. Et l'œuvre que vous voyez, je l'ai vue il n'y a pas très longtemps, c'était en novembre de cette année, donc il y a quelques jours, et ça m'a beaucoup touché parce que cet homme, David Choquehuanca, c'est le nouveau vice-président de la République de Bolivie. Auparavant, il était ministre des Affaires étrangères, et il a une phrase, notamment une première phrase que j'aime bien, c'est que vous voyez là, le condor, ce grand oiseau, prend son vol, arrive à prendre son vol uniquement quand son aile droite est en parfait équilibre avec son aile gauche. C'est la seule solution pour qu'il arrive à s'élever dans les airs majestueusement comme il le fait. Il prend cette image pour dire, dans notre société, il est temps qu'on revoie notre manière de gérer notre société. Et j'ai copié un début de son exposé, enfin de cette présentation qu'il faisait de ses intentions. Je vais vous le lire parce que je trouve ça vraiment superbe. Nous, dit-il, les peuples des cultures millénaires, ceux de la culture de la vie, nous avons conservé nos origines depuis la nuit des temps. Bon, les Européens sont arrivés il y a 5 siècles. Moi, je connais bien la situation de la Bolivie. On a eu des situations vraiment absolument horribles, des massacres, des choses vraiment insupportables. Et pourtant, ce peuple qui était là bien avant les Incas, il a gardé sa culture. Et aujourd'hui, il revient sur le devant de la scène pour nous dire que nous, eux, donc, cette nouvelle génération, enfants, nous avons hérité d'une ancienne culture qui comprend que tout est lié, sans division ni exclusion. On l'a vu, dans la matière, etc., mais au niveau de la société, c'est la même chose. C'est la raison pour laquelle, continue-t-il, on nous a dit de nous unir. Et on nous a dit, c'est qui? Eh bien, ce sont ceux qui sont les témoins de la tradition, ce sont les anciens, ce sont tous ceux qui gardent ça et qui transmettent aux générations nouvelles. On nous a dit de nous unir, d'aller ensemble, sans laisser tomber personne, pour que tout le monde ait tout. Pour que tout le monde ait tout.
et que personne ne manque de rien. Voilà, ça c'est le programme politique. C'est le programme politique d'une tradition qui aujourd'hui dit ben, nous sommes là de nouveau et nous pouvons prendre notre destin en main. Et il continue, le bien-être collectif est le bien-être individuel. Aider nous aide à être ensemble et à être heureux. Renoncer à quelque chose au profit de son prochain nous renforce. Et s'unir dans le tout est la voie du passé, du présent, de l'avenir et de toujours, continue-t-il. Voilà, et bon, il a parlé comme ça pendant plus d'une demi-heure, à expliquer un peu quelles étaient disons, les valeurs politiques de son gouvernement. Et je trouve que c'est très intéressant qu'aujourd'hui, enfin, on ait des gouvernements de peuples qui jusque-là étaient plutôt gouvernés par des minorités d'origine européenne et qui disent, ben, en fait, c'est pas vraiment comme ça qu'on va faire. Vous faites ça depuis des siècles. On voit bien que ça marche pas. Ben, nous, on a une autre approche et bien, elle vaut bien la vôtre. Et donc, je trouve ça vraiment très, très, très réjouissant aujourd'hui de pouvoir constater ça et que c'est voir, moi, quand j'avais 20 ans, je suis parti en Amérique du Sud, j'ai vécu avec les Indiens en Équateur. Ils n'étaient pas dans l'état de la capacité de s'exprimer et de vraiment porter leur culture au sommet comme leurs voisins le sont aujourd'hui. Et l'Équateur, qui est pourtant un peuple merveilleux et un pays merveilleux, et les Indiens n'étaient pas du tout dans cette situation quand j'avais 20 ans. Et donc, voilà, ça me fait plutôt plaisir. Et dans la même veine, dans le même courant, on voit, je ne sais pas si vous connaissez Autumn Pelletier, c'est une jeune femme du Canada, qui a une vingtaine d'années aujourd'hui. Elle appartient à la Première Nation des Wilkemkong, qui sont à l'ouest du pays, si je me souviens, au nord-ouest, et qui se bat depuis l'âge de 8 ans. Elle a repris le flambeau de sa grand-mère. Elle est là pour protéger, elle est une protectrice de l'eau. Elle considère, et son peuple considère, que l'eau est absolument vitale. Alors ça, on le sait, nous aussi. Moi, j'habite en Bretagne. L'eau, elle est vitale et pourtant, toute notre eau est polluée. Eh bien, pour eux, ça, c'est inacceptable. Et elle disait en 2018, lors d'un discours aux Nations Unies, elle disait « Beaucoup de gens pensent que l'eau n'est pas vivante ou n'a pas d'esprit. Mon peuple croit au contraire que c'est le cas. Et pour nous, c'est vraiment essentiel. » Je pense que ça, c'est un message que nous devrions entendre aujourd'hui, en Bretagne et ailleurs, en France, le fait que l'eau, elle est vivante. Et on voit qu'aujourd'hui, on commence à écouter Valérie Cabane, qui est une jeune femme extraordinaire, qui se bat depuis longtemps, une juriste des droits humains, qui se bat depuis longtemps pour la reconnaissance du crime d'écocide. Eh bien, on voit là que c'est un écho à la parole des peuples premiers. Il dit, bien, effectivement, dans notre société, et là je la cite, ce que dit Valérie, reconnaître la destruction des écosystèmes comme un crime semble nécessaire pour imposer par la loi à nos gouvernements et à nos entreprises la transition énergétique qui permettra de protéger notre environnement, de mieux respecter notre droit à la vie et celui des générations futures. Chez nous, on a besoin de la loi pour comme on n'a plus de lien avec l'environnement, avec la nature, etc., on a besoin d'une loi qui cadre ça. Et effectivement, bon, elle a un petit peu été entendue. Le gouvernement français réfléchit à un délit, d'écocide. Bon, entre un délit et un crime, on est très très loin du but. Ce n'est pas vraiment une réussite, mais ça veut dire qu'on commence à avoir conscience qu'il y a un petit problème là. Et le jour où on considérera vraiment que c'est un délit, où Valérie Cabane et tous les gens qui travaillent sur cette question auront réussi, je pense qu'on sera en route vers peut-être la survie de notre société. Alors, on voit aussi cette reconnexion à la nature qui se fait, là c'est quelques images que j'ai prises sur Wikipédia et sur Internet, on voit qu'on commence, que les architectes notamment commencent à se dire, tiens, mais comment fonctionne la nature? Un homme volant qui s'inspire je ne sais pas quel est le nom de cette souris volante, mais qui s'inspire de son fonctionnement, une tour qui arrive à tenir et à être plus ergonomique probablement en s'inspirant d'un coquillage, etc. On commence à revenir à regarder la nature,
Alors, est-ce qu'on la respecte pour autant? Tout dépend si on fait ça dans un objectif purement mercantile et utilitariste ou plus, hein. Mais déjà, c'est déjà un élément de progrès. Voilà, alors on peut espérer, moi quand j'étais gamin, effectivement, je trouvais que c'était merveilleux qu'un homme comme François d'Assise puisse parler avec les animaux, hein, parce que moi j'y arrivais pas trop, parler avec la louve qui avait mangé des gens à Assise et négocier avec elle en lui demandant mais pourquoi tu viens manger des gens dans notre ville? Et la louve, alors lui, il arrivait à communiquer avec les animaux, comme on a aujourd'hui des gens qui sont des communicateurs animaux et qui travaillent notamment pour les sociétés de course, etc., avec les chevaux, parce que là, il y a un enjeu économique considérable. Il y a des gens qui arrivent à communiquer avec les animaux, comme il le faisait lui à l'époque. Et donc, cette louve qui lui dit, en ce moment, il n'y a rien à manger dehors. Alors, il lui a dit, écoute, si les habitants t'apportent à manger régulièrement, est-ce que tu arrêtes de manger leurs enfants? Voilà. Puis il paraît que ça a duré. Moi, je suis passé à Assise un jour en Italie et j'ai même vu dans un mur, là, dans la rue, il y avait la tombe de la louve. Donc, c'est probablement une histoire vraie, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une belle histoire. Et puis, voilà, j'ai mis cette photo du film de Luc Jacquet, Le renard et l'enfant. Je vais vous raconter l'histoire, c'est une belle histoire, mais vous pouvez regarder ça probablement sur Internet. En fait, probablement que si nous arrivons à nous reconnecter à la matière, et toute la matière, c'est nous-mêmes, nos corps, les animaux, les plantes, etc., on peut arriver à vivre des expériences extraordinaires et à se reconnecter réellement. Et c'est sûrement l'une des pistes pour arriver à sortir de la difficulté dans laquelle nous sommes. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais une nouvelle interprétation, là, depuis quelques années, de cette parabole que je citais au début. Et je vais laisser, pour conclure, un auteur connu répondre à ma place en vous présentant cette belle image, ce beau texte. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir, et donc je vous rends la parole. On ne t'entend pas, Ivan. Je disais merci Laurence, merci infiniment Raphaël, que de beauté et d'interpellation au plus profond de l'être avec ta présentation. Pour conclure, je voudrais te poser deux questions, alors deux questions en une. Est-ce que tu pourrais partager un petit peu avec nous tes espérances pour demain? Et puis, qu'est-ce que tu peux dire pour ou encourager, améliorer, ou tout ce que tu veux dire pour réussir le passage? Mais, oui, en fait, ces deux questions reviennent un petit peu au même. Pour moi, la question, c'est puisque, comme je disais au début, visiblement, notre société, la manière dont elle regarde le monde, c'est théoriquement une société intelligente, donc il faut qu'on se rende compte quand ça ne marche pas, qu'on se dise, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense qu'il faut qu'on ait un autre regard sur les choses et les exemples que j'ai donnés. Et heureusement, les peuples premiers n'ont pas tous été massacrés. Il faut les écouter aujourd'hui. Parce que eux, ça fait des millions d'années qu'ils vivent. Quand on regarde les aborigènes en Australie, c'est parmi les peuples les plus anciens qui ont vécu sur un territoire extrêmement difficile et qui ont réussi à vivre là. On voit en Amazonie ou ailleurs, les meilleurs gardiens de la forêt, ce ne sont pas les ingénieurs, même s'ils ont de grandes qualités, les ingénieurs forestiers, ce sont les peuples qui habitent là et dont la survie, dont la vie dépend de l'harmonie entre tous les éléments de la nature. Alors, je dirais, pour moi, là où il faudrait aller aujourd'hui, c'est véritablement écouter ces peuples qui sont encore là pour nous dire mais il y a peut-être une autre manière d'aborder les choses, une manière moins technocratique, une manière évidemment moins financière, plus humaine et plus à l'écoute du monde vivant.
Et si nous réalisons que nous faisons partie du monde vivant, ça sera déjà un bon pas en avant. Alors, la difficulté, c'est qu'on a construit notre société sur la différenciation de l'homme qui doit être le maître de tout, le supérieur. Et donc, on est reluctant, on résiste à l'idée qu'on puisse être comme des animaux, comme les plantes, comme le cosmos, etc., parce qu'on perdrait notre identité, ce qui est... ça peut se comprendre, notre ego, tout d'un coup, là, il est en train de disparaître, mais c'est faux. C'est juste qu'on deviendrait une partie intelligente, nous sommes très intelligents, intelligente au milieu du vivant et au service de la totalité du vivant, évidemment le vivant humain, mais aussi tout le reste. Et là, du coup, notre regard serait très différent et peut-être qu'on aurait un regard plus proche de la réalité, plus efficace que celui de notre société, en écoutant ceux qui n'ont pas perdu ce regard-là et qui sont donc les peuples premiers. Voilà, pour moi, c'est une piste d'action concrète pour tout le monde, les citoyens, les gouvernants, les entreprises, etc., de poser la question, est-ce que nous ne sommes pas dans notre fonctionnement et dans notre regard la cause des ennuis que nous rencontrons en disant « Ah, ça ne va pas, ah, il fait trop chaud, ah, tout se disloque ». Mais si on comprend que c'est notre manière de voir le monde qui est la cause de ça, on peut commencer à se poser les bonnes questions. Voilà. Merci Raphaël, merci.